La seconde partie de notre débat consacrée ce soir au conflit israélo-palestinien. Jean-Paul Chagnolou, on vient d'avoir notre envoyé spécial Willy Bracciano qui se trouve au sud d'Israël. On parle souvent, et vous l'avez évoqué, en effet, de la colonisation et de la dureté de la vie pour les Palestiniens. Mais il y a aussi ces gens au sud d'Israël. Il y a, je vous le dis, ce soir, 30 roquettes qui ont été tirées en l'espace de 10 minutes. Il faut aussi peut-être en parler aussi de cette violence de ces Palestiniens à l'égard du peuple israélien. Là-dessus, aucune forme d'état d'âme. C'est-à-dire que je pense que le Hamas et le djihad islamique sont dans une stratégie d'aveuglement absolu. Et que tirer des roquettes comme ça en direction de civils, c'est absolument inacceptable, bien entendu. Est-ce que Mahmoud Abbas n'a pas fait une erreur en s'alliant au Hamas? Alors, justement, attendez, c'est deux choses différentes. Mais je dis que c'est une erreur stratégique majeure. Et en plus, c'est absolument contre-productif parce que ce sont des groupes minoritaires et on a l'impression que ce sont les Palestiniens de Gaza qui font ça. Il y a une grande majorité de Palestiniens à Gaza qui sont dans la souffrance et dans la misère et qui sont totalement dépassés par tout ce qui se passe de ce point de vue-là et qui subissent les conséquences. Donc mais est-ce que c'était pas une erreur de Mahmoud Abbas parce que vous-même vous le dites qu'il y a une responsabilité du Hamas dans ces tirs de roquettes et que c'est inacceptable. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de Mahmoud Abbas de s'être allié avec ce président palestinien? Est-ce qu'il ne se décrédibilise pas de s'allier avec un mouvement terroriste? Il faut distinguer les choses. Je pense que si ces tirs sont, alors c'est du djihad à coup sûr, d'après ce que j'ai pu lire, il est possible que le Hamas y soit et dans tous les cas de figure, c'est une absurdité totale et c'est tout à fait tirer sur des civils. Je le condamne tout autant que de l'inverse. J'ai pas de souci par rapport à ça. Par contre, mais l'alliance Abbas-Hamas, l'idée que les forces politiques se rassemblent dans un même gouvernement, ça me paraît essentiel. Le Hamas aujourd'hui est politiquement dans une situation très, très difficile et est assez isolé pour plein de raisons. Et ce gouvernement d'union nationale, c'est quand même nécessaire que les Palestiniens se rassemblent dans un même gouvernement. Parce que sinon, Abbas tout seul ne pouvait pas aller très loin. On aurait pu à chaque moment, d'ailleurs les Israéliens le disent parfois, s'il est tout seul, eh bien, on ne sait pas ce que ferait le Hamas s'il n'y a pas un accord qui lie le Hamas. Donc l'idée qu'il y ait un processus dans lequel il y ait un gouvernement d'union nationale qui conduirait à des élections, car c'est très important. Et les élections, pour l'instant, le Hamas n'en veut pas. Donc moi, j'espère qu'il y aura des élections en Palestine, que les Israéliens laisseront faire. Est-ce que c'était une erreur? Oui, parce que donc, pour moi, c'est pas une erreur, parce que c'est l'ouverture d'un processus qui permet... Oui, sauf qu'Israël ne veut pas discuter avec le Hamas, il considère comme une organisation terroriste, donc on reste sur un statu quo, en fait. Ça ne permet pas d'avancer. Mais comment voulez-vous? Enfin, juste encore un mot, le Hamas il a obtenu 35% des suffrages. Il y a une partie de la population qui se reconnaissait dans le Hamas. Mais est-ce que le Hamas ne s'allie pas aussi avec le Fatah pour des raisons économiques, parce qu'il est au bout du rouleau et qu'il ne peut plus payer ses fonctionnaires? Problème du Hamas. Mais juste un mot, une phrase. C'est pour ça que le Hamas aujourd'hui a attaqué des banques palestiniennes à l'intérieur de Gaza. Parce que le grand problème du Hamas aujourd'hui avec l'autorité palestinienne, c'est 40 000 salaires qu'ils exigent que l'autorité palestinienne leur paye. Le Hamas est aujourd'hui étouffé politiquement, étouffé économiquement. Le Hamas, s'il continue à agir par les moyens du terrorisme, c'est le premier ennemi du peuple palestinien. Le terrorisme, quel qu'il soit, sont les ennemis du peuple palestinien. Donc soit le Hamas accepte les conditions qui lui ont été mises sur la table par le président Abbas, c'est-à-dire de reconnaître son autorité, de reconnaître tous les accords signés par l'autorité palestinienne. Reconnaître Israël. Donc, obligatoirement, la reconnaissance implicite de l'État d'Israël. Mais est-ce qu'il a toujours refusé? Est-ce que ce n'était pas la condition avant de signer l'accord? Non, s'il reconnaît les accords signés et la politique que mène le président Abbas, c'est suffisant. Il y a aujourd'hui, à l'intérieur du gouvernement israélien, un parti politique qui ne reconnaît pas le droit aux Palestiniens à un État. Donc, le Hamas, entrant dans le gouvernement, devra accepter ce qu'il ne fait pas encore, tous les impératifs du président Abbas. Mais je voulais vous dire... Ces informations, Ofer Bronstein, parce qu'elles nous parviennent à l'instant, pour vous dire qu'il y a une alerte rouge qui a été lancée au centre d'Israël, que les sirènes retentissent ce soir à Tel Aviv et à Jérusalem. Le Hamas qui pourrait tirer sur Jérusalem. Le Hamas, aujourd'hui, on l'a vu hier, on l'a vu à la télévision israélienne avant-hier, j'étais dans la région, a des moyens et des missiles qui peuvent atteindre le cœur d'Israël. On est en train de rentrer dans un cercle de violence. Vous savez, un œil pour un œil, et ils seront tous aveugles. Et ils sont en train de s'aveugler tous à vouloir la vengeance par la vengeance. Ce cercle de violence doit s'arrêter et la communauté internationale et l'Union européenne a un devoir, a une responsabilité qu'elle n'assume pas. Yaron Gambourg, est-ce qu'il va y avoir une riposte? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose. Finalement, Benyamin Netanyahou n'a pas, si je puis dire, entre guillemets, fait grand-chose, enfin, comparé à ce qui lui était demandé, notamment par Avigdor Lieberman, c'est-à-dire de frapper Gaza. Il ne l'a pas fait. Pourquoi cette retenue, finalement, du Premier ministre israélien?
C'est pas notre intérêt cette escalade de violence. On a vu beaucoup déjà des roquettes, on a vu beaucoup de cette opération. C'est pas notre intérêt, pas du tout. Et ce soir, quand vous entendez ces tirs de roquettes, 30 roquettes tirées en l'espace de 10 minutes sur le sud d'Israël, alerte rouge au centre d'Israël, est-ce qu'une riposte sur Gaza est encore envisageable ce soir ? Vous savez, après ce que vous avez dit sur les alertes rouges à Jérusalem, la seule chose que je pense, c'est à mes parents qui habitent à Jérusalem. Voilà. Je voudrais vous dire, pas comme porte-parole de Benjamin Netanyahu. Je pense que la plupart des populations en Israël, si on regarde, ils sont bien sûr en faveur de deux États pour deux peuples. C'est les positions du gouvernement, c'est la position du peuple d'Israël. Ce n'est pas le cas avec les Palestiniens, malheureusement. Mais est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahu va riposter, va finir par riposter et attaquer Gaza? Écoutez, c'est clair qu'il y a déjà une préparation pour les possibilités d'escalade, parce que comme on le veut dans les derniers jours, on a vu plus de roquettes. Et c'est pourquoi on ne peut pas... les droits naturels de notre gouvernement, comme tous les gouvernements, c'est protéger ses citoyens. Et je pense qu'ici, il y aura des réponses, parce que moi, je ne sais pas, je sais qu'actuellement, il y a une réunion d'urgence. Il y a une réunion d'urgence ce soir. Gouvernement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà eu des raids. On le rappelle quand même, la nuit dernière, sur Gaza, il y a 7 Palestiniens qui ont été tués. Oui, mais il y a des Palestiniens qui ont été tués pendant leur incident de travail. C'est toujours, il ne s'agit pas des Palestiniens, c'est des militants. Des militants, terroristes, c'était ciblé, c'était bien pas civils qui étaient tués. De temps en temps, il y a des civils qui sont tués. On dit quand même, il y a 15 jours, il y a 5 jeunes qui ont été tués lors d'opérations. Le tir de roquettes depuis Hamas, il est délibérément sur les villes israéliennes pour tuer les femmes, les enfants, les civils. Donc il faut quand même... Mais je pense, écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas dans les réunions, mais si je vois... C'est ce qui se passe dans les 3 jours avec cette escalade de tirs de roquettes, plus que 100 roquettes. Vous pensez qu'il va réagir? Je pense que les situations s'aggravent. C'est pourquoi on a aussi des réservistes qui étaient appelés aujourd'hui, 1500 réservistes. Ah, 1500 réservistes appelés aujourd'hui. Et je pense que nous travaillons aussi avec nos partenaires égyptiens pour calmer les gens. Un cessez-le-feu parce que c'est pas notre entre intérêt. Le Hamas et tout. Je voudrais qu'on écoute, je vous donne la parole, Jean-Paul Chagnaud, je voudrais qu'on écoute quand même celui qui, on ne sait pas très bien d'ailleurs à quel jeu il joue, Avigdor Lieberman, parce qu'il dit qu'il reste dans le gouvernement, mais qu'il donnera plus son soutien à Benjamin Netanyahou. C'est votre partenaire, on ne le comprend pas très bien, peut-être que vous allez pouvoir nous donner une explication. On va d'abord l'écouter, ce ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas un secret. Malheureusement, les différences entre le Premier ministre et moi sont dernièrement devenues substantielles et elles ne permettent plus un travail en commun. La vérité, c'est que cette alliance n'a pas marché pendant les élections et après. Mais nous restons des partenaires de la coalition. Je ne vois pas de raison de briser cette coalition. Jean-Paul Chagnaud, c'est un coup dur, ce qu'il vient de dire, là, Avigdor Lieberman, on ne comprend pas très bien. Non, c'est de la politique. C'est de la politique? La politique intérieure israélienne, j'ai l'impression qu'il sort sans sortir. Donc c'est simplement comme il n'a pas obtenu immédiatement ce qu'il voulait, il fait pression sur Netanyahou. Est-ce que ça va marcher, vous pensez, justement? Je pense que dans ce petit jeu, il finira toujours par avoir quelque chose. Mais c'est vraiment c'est d'ailleurs, en allant un peu au-delà, c'est un peu le drame du système politique israélien, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a forcément sans arrêt des compromis. C'est extrêmement difficile d'avoir une vision. Et quand on parlait tout à l'heure de ces frappes éventuellement sur Gaza, on est toujours dans le même scénario. On a fait beaucoup d'émissions, vous faites beaucoup d'émissions sur le sujet, et on a toujours à un moment donné cette question, est-ce qu'ils vont aller frapper, est-ce qu'il va y avoir une escalade, etc. Mais la réponse, même si je me répète un peu aussi, mais la réponse est politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ces négociations, ce qui va faire liaison avec ce que vous vouliez dire tout à l'heure sur la communauté internationale, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une réponse politique? Si le Hamas était tellement isolé, Israël avait tout intérêt avant le 29 avril de trouver le chemin d'une paix avec Mahmoud Abbas, même provisoire, même un peu bancale dans un premier temps, mais avancer vers la paix. Or, ça ne s'est pas passé, avec des exigences particulières. Moi, je crois que la seule réponse de moyen terme et de long terme, c'est une réponse politique. Permettez-moi un mot sur juste encore un mot. Frapper, bon, alors même s'il frappe demain, ça ne servira à rien. Il y aura à nouveau une escalade, il y aura des morts, et puis dans 6 mois, on sera dans la même situation. Donc vraiment, la grande question, c'est la question politique, bien sûr. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme concession politique pour arriver à une solution qui implique la fin de la colonisation. Sur Avigdor Lieberman.
Avigdor Lieberman a traversé quand même un parcours très intéressant ces derniers mois. À part les déclarations d'aujourd'hui qui sont politiciennes et intérieures à la politique israélienne, parce que c'est pas lui qui quitte, il quitte pas la coalition, mais c'est pas lui qui quitte ce bloc qu'ils avaient créé ensemble. C'est le Likoud qui lui avait refusé la création d'un grand bloc. Donc c'est de la politique politicienne israélienne. C'est pas lié à ce qui se passe en ce moment, moment, parce pas du tout. Il attendait de Netanyahou. Il a profité du moment pour, parce qu'il faut, voilà, il a profité du moment. Il a profité du moment pour sortir de cette coalition. Mais ce qui veut dire qu'on est en train de se préparer à une crise politique interne très importante en Israël. Je pense qu'elle aura lieu au début de l'automne, octobre ou novembre, et qu'il est probable qu'il y ait des élections anticipées. C'est dans ce sens-là que M. Lieberman fait ses pas politiciens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de l'écouter dire encore il y a quelques semaines la volonté d'avoir un accord de paix global. Et ça revient encore au rôle de la communauté internationale et de l'initiative de paix de la Ligue arabe. C'est un des politiciens israéliens les plus importants, ministre des Affaires étrangères, qui en parle et qui juge qu'il ne faut pas uniquement régler le problème israélo-palestinien, mais qu'il faut régler le problème dans sa globalité. Donc Lieberman... Mais c'est quoi régler le problème dans sa globalité? C'est-à-dire une normalisation avec le monde arabe. Autres arabes. Bien sûr. Et dans ce sens-là, je pense que M. Lieberman peut être pragmatique. Une phrase, et ensuite, allez-y. Pour remercier M. Bronstein, parce que c'est vraiment, il faut maîtriser les mots. Toujours ici en France, on lit Lieberman ultra-nationaliste, ultra tout. Il faut quand même écouter les mots, les paroles de nos dirigeants. C'est vrai, il y a un certain changement, mais voilà, je voudrais s'arrêter parce que quand même, il est toujours le ministre des Affaires étrangères, je suis diplomate du ministère, je ne vais pas continuer de parler sur les problèmes politiques en Israël. Mais merci pour cette précision, c'était très important. Merci. Sur la responsabilité ou l'irresponsabilité, comme le disait Ofer Braunschat tout à l'heure, de la communauté internationale, Jean-Paul Chaniolo, on sait donc que les États-Unis soutiennent Israël, donc ils ont quand même un moyen de pression sur Israël, et on sait que l'Union européenne soutient les Palestiniens financièrement, puisque c'est le premier contributeur, premier donateur aux Palestiniens. Pourquoi Américains et Palestiniens n'usent pas de leur pression pour obliger, une fois pour toutes, Israéliens et Palestiniens à se mettre aux deux et de dire, voilà, les règles du jeu, c'est ça. Et si vous ne faites pas ça, nous, Américains, la protection d'Israël, on vous lâche. Et nous, Européens, vous allez me dire, c'est peut-être facile de dire ça comme ça, et nous, Européens, on ne donne plus un sou aux Palestiniens. Nous étions, Ofer et moi, dans le même voyage présidentiel il y a quelques mois. Et nous avons assisté en direct au discours du président français à la Knesset. Et les diplomates m'ont demandé ce que nous en pensions, ce que j'en pensais. Et j'ai dit, il manque du droit international. Le président Hollande n'a pas dit un mot de droit international, ce qui est un cadre à partir duquel on peut discuter. Mais surtout, ensuite, certains diplomates, je ne vais pas les citer, je ne vais pas embêter les diplomates, m'ont dit, oui, mais ce qui était important pour ce discours à la Knesset, c'était de passer entre les gôtes. C'est-à-dire l'ambition, c'était ça. C'est pas de se mouiller, en fait. De ne ni froisser les Palestiniens ni les Israéliens. De ne pas avoir... Je termine, en fait. Donc, la politique française ne peut pas s'engager. Alors après, on leur dit, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas... avec les Européens. Or, les Européens sont dans une débandade absolue. Donc, de ce point de vue-là, la pusillanimité européenne est totale. Donc, en fait, là, comme ça existe depuis très longtemps, les seuls capables de faire quelque chose, c'est les États-Unis. Or, si vous regardez les États-Unis, il faut distinguer deux choses, deux branches du système. L'exécutif... Pourquoi vous dites ça? Parce que l'Union européenne, elle peut aussi faire des choses. Elle peut ne plus donner d'argent aux Palestiniens. Elle peut aussi imposer, pardonnez-moi, un embargo sur les produits des colonies aussi. Ça, c'est pas fait. Elle peut faire beaucoup de choses, mais seulement elle ne le fait pas. Et elle a dans sa dernière déclaration importante, qui date de 1999, consiste à dire « Nous reconnaîtrons un État palestinien à côté de l'État d'Israël ». Et il y a une phrase qui est clé et qui résume tout, « Le moment venu ». Mais pour les Européens, le moment n'est jamais venu. C'est absolument clair. La Palestine a été reconnue comme État non-membre l'année dernière à l'ONU grâce aux Européens. Donc il y a une possibilité politique. La France a été le premier pays au monde, en Occident, en Europe, à reconnaître l'État palestinien comme État membre à l'UNESCO. Ça s'est fait il y a 2 ans. Ensuite, l'année dernière, l'année prochaine à l'ONU. Non, tu dis une chose. Attaquer le président Hollande. Non, on va faire du ping-pong tous les deux. Non, je pense que... Non, mais juste sur la position, sur le vote aux Nations Unies du 29 novembre de l'année dernière, 2012. Grâce à l'Europe. Et alors, c'est pas grâce à l'Europe. Il y avait trois positions possibles. On vote oui, on vote non, ou on s'abstient. L'Europe
l'Europe a pris les 3 positions. Il y en a qui ont voté non, c'est les Tchèques. Oui, mais la France a voté oui, et les d'autres sont abstenus. Et moi, j'étais dans les bureaux de diplomates français. Je vous assure que 10 jours avant, ils ne savaient pas comment ils allaient voter. Donc après, on peut reconstruire l'idée que l'Europe... Non, c'est pas vrai. L'Europe était en pleine division sur ce sujet. Et c'est la France, effectivement, qui, 15 jours avant, a entraîné un certain nombre de pays. A dit oui. Mais vraiment 15 jours avant. Voilà, donc les Européens... Voilà, je t'en prie. Et je pense que le rôle de l'Europe aujourd'hui et de la communauté internationale, c'est de se retrouver au mois de septembre à l'ONU pour voter et pour que la Palestine devienne un État à part entière à l'ONU. Et en même temps, pousser les pays arabes à ce qu'ils reconnaissent une fois pour toutes l'État d'Israël. Si les Israéliens et les Palestiniens, pour des raisons de politique intérieure, aussi bien chez les Palestiniens qu'en Israël, n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faut les aider à le faire. Les aider à le faire, c'est faire en sorte qu'à l'ONU, au mois de septembre, l'échéance est dans 3 mois, on reconnaisse l'État palestinien comme État membre, même si ces frontières ne sont pas encore dessinées. Les frontières d'Israël depuis 1948 n'ont jamais été dessinées. Donc Israël vit dans un État où les frontières ne sont pas encore dessinées. Et pousser la communauté, les pays arabes et les pays musulmans à reconnaître l'État d'Israël. Au-delà de ça, du fait que les Américains... Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre des sanctions? Est-ce qu'il ne faut pas jouer le jeu des sanctions? Vous avez raison. Est-ce que les sanctions, c'est pas ce qui marche? On le voit avec l'Iran aussi aujourd'hui, ils se mettent à la table des négociations. Est-ce que ce n'est pas les sanctions? Mais la France, l'Angleterre et l'Allemagne, il y a 10 jours... Ensuite, ils ont été suivis par la plupart des pays européens. L'Espagne, l'Italie, le Danemark et d'autres ont remis sur le tapis le fait que tout business, toute compagnie qui fera du business dans les territoires occupés et à l'est de Jérusalem peut faire face à justement des poursuites internationales et les pays membres. Ça, c'est en application aujourd'hui ? Mais ça, c'est la semaine dernière que ça a été déclaré par les pays membres. Donc, il y a un levier. J'aimerais qu'il ait raison. Mais c'est pas vrai. Mais ça a été déclaré. Mais oui, mais ils ne le feront pas. Mais j'espère que tu as raison. Que ça a été déclaré. J'espère que tu as raison. Mais non, il y a un autre levier. Ça ne se fait pas. De par le fait qu'aujourd'hui, il y a un vide qui s'est créé par le retrait des Américains. Les Américains sont retirés. La France et l'Allemagne peuvent être des locomotives pour reprendre ce dynamisme, pour remettre Vous pensez qu'ils ont vraiment envie de ça? Je crois qu'ils vont... Ils n'ont pas d'autres préoccupations. La France qui est engluée dans sa crise économique, avec les djihadistes de la Syrie, l'Irak, etc. Vous avez raison, c'est pour ça que les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas dans le radar. Mais quand on va voir une recrudescence de la violence, comme on la voit en ce moment, ils n'auront pas le choix que d'intervenir. Justement, c'est intéressant aussi, je voudrais vous poser encore une petite question. Et après, encore une question. Je voudrais vous poser justement une question par rapport à la bande de Gaza. On dit aujourd'hui qu'il y a aussi un extrémiste sunnite, des gens d'Al-Qaïda. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, le Hamas se fasse doubler justement par des extrémistes sunnites d'Al-Qaïda qui viennent imposer un califat ou même l'État islamique c'est intéressant aussi pour vous parce que peut-être qu'il vaut mieux traiter avec le Hamas que traiter avec Al-Qaïda, mais bon. Israël traite avec le Hamas. Israël traite plus avec le Hamas. En fait, ils ont des négociations. Ce qu'on ne dit pas là autour de la table, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils négocient et qu'ils discutent. Ils disent que c'est le gros méchant loup, mais ils discutent quand même avec le Hamas. C'est au Hamas que 1075 prisonniers israéliens ont été rendus il y a quelques mois avec l'affaire Shalit. Juste une remarque sur ce que vous dites, qu'il y ait une radicalisation et qu'on trouve effectivement des gens qui vont aller encore plus loin que le Hamas ou le djihad même, c'est très probable. Seulement, la territorialisation de l'espace de Gaza est telle qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait des gens qui arrivent de tous les coins. Parce que ce qui se passe en Irak ou ce qui se passe en Syrie... Il y a des groupuscules qui existent déjà. Oui, mais c'est impossible, donc c'est sur place. Bien sûr. Mais moi, quand je pense à Gaza, je pense surtout aux populations qui sont dans un état de souffrance. Sous embargo aujourd'hui. Les Israéliens et les Palestiniens sont otages. Yaron Gambourg, est-ce que c'est pas dans l'intérêt aujourd'hui, ce sera la dernière question, d'Israël, peut-être de faire aussi la paix avec les Palestiniens, parce que j'ai envie de dire que l'environnement régional vous est pas très favorable en ce moment, et surtout quand on voit aujourd'hui le rapprochement entre les États-Unis et l'Iran justement sur le dossier irakien, est-ce que vous pensez pas que c'est le moment justement peut-être de faire la paix avec les Palestiniens, parce que vous êtes de plus en plus, pardonnez-moi, mais de plus en plus isolés. Je ne suis pas d'accord avec vous. Israël n'est pas un pays isolé. Je pense que nos relations avec plusieurs pays, y compris en Europe, et je voudrais pas... Mais je parle de votre environnement régional. Notre environnement régional, je pense qu'on a une relation très solide avec deux pays avec qui on a des relations de paix, Jordanie et l'Égypte. Je pense que les menaces de Daesh est une menace pour la stabilité régionale. Je pense qu'on avait raison quand on a dit qu'il faut garder les présences militaires israéliennes
toutes les longues des frontières avec les Jordanie, parce que c'est pour protéger justement les Tel Aviv et Jérusalem de possibles infiltrations. Je pense que nous, les Palestiniens modérés, toutes forces qui sont modérées ont cet intérêt d'empêcher ce développement en Irak, mais il faut juste revenir pour ce qu'on dit. Israël est toujours intéressé par la paix. Le problème est toujours que, vous savez, on ne peut pas imposer la paix, on ne peut pas imposer les mariages, vous avez dit. Mais pour l'instant, vous poursuivez la colonisation. Vous poursuivez la colonisation. Pour faire la paix, il faut les volontés réelles de deux côtés. C'est comme faire les mariages. Est-ce qu'on peut imposer ça? Israël a la volonté de faire la paix. Bien sûr. Mon ami, les Israéliens ont la volonté. Est-ce que la classe politique là, je crois moins. Vous pensez qu'il y a un fossé entre les deux? Mais Israël doit faire très attention. Le meilleur partenaire qu'Israël a aujourd'hui s'appelle Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Après lui, ça peut être très dangereux. Donc il faut saisir l'occasion. Le monsieur a 79 ans. Il y aura des élections dans quelques mois. C'est le meilleur partenaire. C'est avec lui qu'il faut le faire. Et je vous rappelle qu'il est avec Hamas aujourd'hui. Et vous êtes aussi, si j'ai entendu, voilà, vous êtes aussi avec des mouvements extrémistes. Arrêter la colonisation, ce serait aussi simple que ça, arrêter la colonisation. C'est la fin de ce débat. C'est la fin de ce débat. Je veux dire qu'il y a donc des salves de roquettes, 30 roquettes qui sont tombées sur le sud d'Israël à partir de Gaza. Je vous disais qu'il y avait une alerte rouge, des sirènes qui retentissaient à Jérusalem et à Tel Aviv. Eh bien, la police israélienne affirme ce soir que c'est une fausse information. Voilà pour les tout derniers développements. Et Yaron Gambour le disait tout à l'heure, le cabinet israélien de sécurité est réuni ce soir à Jérusalem et on verra évidemment les décisions qu'il prendra. Merci à tous les trois. Vous restez avec moi. Karim, bonsoir. Karim, on va reparler des médias qui s'interrogent donc sur cette troisième intifada. Est-ce qu'elle a même commencé, cette troisième intifada? Un très bon papier dans Le Monde aujourd'hui. Un papier du correspondant à Jérusalem qui se pose cette question. Lui explique que c'est possible, mais ça reste tout de même très hypothétique. Parce que, selon lui, les choses pourraient retomber. Mais en tout cas, il pointe du doigt un certain nombre de responsabilités, côté palestinien comme côté israélien. Il évoque le cas de Khaled Meshal par rapport à l'assassinat de ces trois jeunes Israéliens. Qui est le chef politique du Hamas, on Exactement, rappelle, le chef politique du Hamas. Du côté du Hamas, on n'a pas revendiqué ces enlèvements, mais il s'en est félicité en quelque sorte. Et puis, d'un autre côté, on a vu un certain nombre de religieux extrémistes juifs qui se sont exprimés et qui ont plutôt contribué à mettre de l'huile sur le feu. On a vu ça aussi sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de messages assez haineux. En tout cas, inquiétude donc, du côté du Monde, inquiétude dans pas mal de médias. Ici, c'est le site internet de l'économiste maghrébin qui évoque, lui, déjà le spectre du nouvel intifada. Le mot est un petit peu partout. Il souligne que les relations entre Mahmoud Abbas et le Hamas ont été un petit peu sont devenus un petit peu compliqués justement à cause de cette affaire, puisque des deux côtés, on n'a pas du tout eu la même posture. On a vu que du côté de Mahmoud Abbas, on a plutôt joué la carte de la coopération, alors que le Hamas n'était pas du tout dans cette optique. Et cet article souligne que du côté du gouvernement israélien, on pourrait appuyer sur cet aspect-là des choses pour demander à Mahmoud Abbas de prendre ses distances avec le Hamas. Et puis, il y a aussi cet article qui est un petit peu plus positif en quelque sorte, à lire sur le Times of Israel. Pour cet article, ça ressemble à une troisième intifada, mais ça n'en est pas une, parce que d'après le journaliste, la population est lasse et en manque de leadership belliqueux. Et finalement, ça pourrait empêcher de transformer ces graves tensions en soulèvements plus larges. En tout cas, c'est le point de vue qui est développé dans cet article, qui souligne aussi que les médias n'ont pas assez relayé le discours de certains hommes politiques. Et ce qu'ils disent aussi, ce qui est assez intéressant dans ce papier, c'est que Mahmoud Abbas, en fait, a renouvelé, enfin réformé en tout cas l'économie palestinienne avec l'émergence d'une classe moyenne palestinienne, et que c'était aujourd'hui, dit cet article, en tout cas que les Palestiniens sont beaucoup plus individualistes qu'ils ne l'étaient en 2000 au moment de la seconde intifada. Pour les Arabes israéliens que pour les Palestiniens, il y a trop à perdre pour se lancer dans une aventure comme celle-là. C'est ce que souligne donc cet article, qui souligne aussi qu'on n'a pas assez entendu les voix qui appelaient au calme, parce qu'il y avait tout de même un certain nombre d'hommes politiques des deux côtés qui ont multiplié les appels au calme. Sur Facebook, il y avait notamment les images d'un homme politique israélien qui participait à une marche du côté de Jaffa, où il y avait des Arabes et des Israéliens. Et ça n'a pas suffisamment été mis en avant. Et puis il y a aussi cet article assez intéressant à lire du côté du Point, qui va un petit peu à l'encontre de l'idée que vous développez
pied tout à l'heure, qui explique que finalement Israël est en position de force en ce moment, en tout cas d'un point de vue militaire, puisque la Syrie est par terre, l'Irak est par terre, du côté de l'Égypte, Al-Sisi embastille les frères musulmans à tour de bras. Et finalement, puisque Israël est dans une position de force, c'est justement le meilleur moment pour tenter de faire la paix, parce que cette histoire récente montre que le tout sécuritaire ne suffit pas avec ces événements particuliers. Qu'est-ce que vous disiez, Farbanchai? Israël, aujourd'hui, fait preuve de la faiblesse du fort. C'est exactement l'idée qui est développée dans cet article. Merci beaucoup, merci Karim. On parlera dans votre prochaine chronique de ces coureurs du Tour de France qui ont peur des selfies, mais aussi d'une rumeur sur l'État islamique en Irak et au Levant que maintenant on appelle l'État islamique. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris, avec Karim. Très belle soirée. Tout de suite, le journal.